Dossier numéro 3. Le col Dyatlov. Chapitre 1. Ceux qui ne sont jamais revenus. Prologue. L'enveloppe vide. Une immense salle souterraine dort dans la pénombre. Des milliers de dossiers reposent sur des étagères qui semblent se prolonger au-delà de la lumière. Certains portent un nom, d'autres seulement une date, un lieu ou un numéro presque effacé. Une lampe s'allume. Elias apparaît entre deux rangées d'archives. Il avance lentement, une petite fiche cartonnée à la main. Je suis Elia, gardien des archives. Chaque dossier raconte une histoire. Certains refusent encore de livrer leur vérité. Ouvrons celui-ci. Elias s'arrête devant une étagère. Un espace vide sépare deux dossiers épais. Il vérifie le numéro inscrit sur sa fiche, puis observe l'étiquette fixée au bois. Dossier numéro 3. Col Dyatlov. Mais aucun dossier ne se trouve à cet emplacement. Elias passe les doigts sur la poussière. Une marque rectangulaire révèle qu'une boîte est restée là durant des années avant d'être déplacée. Étrange. Les archives ne perdent jamais un dossier. Elles peuvent le dissimuler, le condamner. Parfois même refuser de l'ouvrir. Mais elles ne le perdent pas. Il remarque une enveloppe brune coincée derrière l'étagère. Il la retire délicatement. Sur le papier jauni, un seul mot a été écrit à l'encre noire, « Autortin ». Elias ouvre l'enveloppe. Elle est vide. Il l'incline sous la lumière. Une fine poussière blanche tombe sur la table. De la neige séchée. Ou peut-être du sel. Elias retourne l'enveloppe. Une seconde inscription, presque effacée, apparaît au dos. Ils étaient 10. Un silence envahit la salle. Elias relève lentement les yeux. Pourtant, 9 personnes sont mortes sur cette montagne. Alors qui était la 10e? Et pourquoi les archives ont-elles conservé une enveloppe vide à la place de leur dossier? La lumière vacille. Quelque part, dans les profondeurs du bâtiment, un bruit sourd retentit, comme une boîte que l'on viendrait de faire tomber. Elias saisit sa lampe et s'enfonce entre les étagères. Au fond d'un couloir oublié, Elias découvre une petite boîte métallique posée au sol. Elle ne porte aucun numéro. Seulement une date, 23 janvier 1959. Il l'ouvre. À l'intérieur se trouve une carte des montagnes de l'Oural, plusieurs portraits en noir et blanc et un carnet à la couverture abîmée. Elias déplie la carte sur une grande table. Tout commence à Sverdlovsk, aujourd'hui appelé Ekaterinbourg. En janvier 1959, un groupe de jeunes randonneurs prépare une expédition à travers le nord de l'Oural. Leur objectif est d'atteindre le mont Autorten, une région isolée, hostile, presque entièrement inhabitée. Elias pose une règle sur la carte et suit l'itinéraire prévu. Environ 300 km à parcourir à ski, au cœur de l'hiver soviétique. Des forêts profondes, des cols balayés par le vent, des températures pouvant descendre très loin sous zéro. Cette expédition appartient à la catégorie la plus difficile reconnue à l'époque. Mais ceux qui s'y engagent ne sont pas des débutants. Elias prend la première photographie. Un jeune homme regarde l'objectif avec une expression sérieuse. Elias, Igor Dyatlov, 23 ans, étudiant en ingénierie radio à l'Institut Polytechnique de l'Oural. Randonneur expérimenté, méthodique, respecté par ses compagnons. C'est lui qui a préparé l'itinéraire. C'est lui qui dirige le groupe. Elias aligne ensuite plusieurs portraits sur la table. À ses côtés se trouvent Zinaïda Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Alexandre Kolevatov, Yuri Doroshenko, Georgi Krivonichenko, Nikolai Thibault-Brignol et Alexandre Zolotaryov, le plus âgé du groupe, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et instructeur de randonnée. Elias marque une pause. Il compte les portraits. 9. Puis il fouille de nouveau dans la boîte. Une dernière photographie est collée sous le carnet. Et voici Yuri Yudin, le 10e membre. Les mots inscrits sur l'enveloppe ne désignaient donc pas une personne inconnue. Ils rappelaient simplement qu'au départ, ils étaient bien 10. Elias observe longuement le visage de Yuri Yudin. Il sera le seul à revenir vivant. Non parce qu'il survivra à ce qui s'est produit sur la montagne, mais parce qu'il n'y arrivera jamais. Le 23 janvier 1959, le groupe quitte Sverdlovsk en train. Dans les wagons, les jeunes randonneurs plaisantent, chantent et prennent des photographies. Ils ignorent encore que ces images deviendront les derniers témoignages de leur journée ordinaire. Les photographies montrent des sourires, des sacs empilés, des skis en bois, des visages fatigués, mais heureux. Sur l'une d'elles, Igor Dyatlov regarde par la fenêtre du train. Dehors, les villes disparaissent progressivement sous la neige. Elias ouvre le carnet. Le groupe tient plusieurs journaux de voyage. Les membres y racontent leurs journées, leurs difficultés et leurs plaisanteries. Ces carnets deviendront essentiels. Ils permettront plus tard aux enquêteurs de reconstituer presque chaque étape de leur progression. Presque. Elias tourne une page. Elias, après avoir atteint la ville d'Ivdel, les 10 randonneurs poursuivent leur route vers Visaï, l'une des dernières localités habitées avant les étendues sauvages. Puis ils gagnent un ancien camp forestier. Le 27 janvier, ils commencent véritablement leur avancée vers le nord. Les skis glissent entre les arbres. Les sacs sont lourds. Le froid mord les visages.
Mais le moral du groupe reste excellent. Ils plaisantent autour du feu. Ils réparent leur matériel. Ils notent les distances parcourues. Ils photographient leurs compagnons s'enfonçant dans la neige. Tout indique une expédition exigeante, mais parfaitement maîtrisée. Le 28 janvier, cependant, Yuri Yudin ressent de fortes douleurs. Son dos et ses articulations le font souffrir. Il comprend qu'il ne pourra pas continuer. Elias découvre une photographie montrant les adieux. Les randonneurs entourent Yuri. Certains sourient encore. D'autres semblent déçus de le voir partir. Yuri Yudin abandonne l'expédition. Ses compagnons lui confient plusieurs objets devenus inutiles pour la suite du voyage. Avant de repartir, il serre Igor Dyatlov dans ses bras. Il regarde ensuite le groupe s'éloigner entre les arbres. 9 silhouettes, 9 sacs, 9 paires de skis disparaissant lentement dans la forêt. Yuri ignore qu'il vient de les voir vivants pour la dernière fois. Elias replace la photographie sur la table. Des années plus tard, il expliquera s'être demandé pourquoi lui seul avait été épargné. Il conservera les souvenirs de ses amis jusqu'à sa mort. Mais en ce 28 janvier 1959, rien ne permet encore d'imaginer la tragédie. L'expédition continue. Les 9 randonneurs remontent les vallées gelées en direction du mont Haut-Tortin. Le terrain devient plus difficile. La neige est profonde. Le vent efface leurs traces presque immédiatement. Le 31 janvier, ils atteignent la limite de la forêt et établissent une réserve de nourriture et de matériel dans un abri improvisé. Cette cache doit leur permettre de voyager plus légèrement avant de revenir sur leurs pas. Elias place un petit repère sur la carte. Elias. Le lendemain, le 1er février, le groupe reprend sa progression. Les conditions météorologiques se dégradent. La visibilité diminue. Le relief disparaît dans le brouillard et la neige. Au lieu de suivre la direction prévue, il dévient vers l'ouest. Lorsqu'ils comprennent leur erreur, ils se trouvent sur le flanc d'une montagne appelée Kolatsiako. Dans la langue du peuple Mansi, ce nom est souvent traduit par « la montagne morte ». Elias lève les yeux vers l'enveloppe vide. Elias, un nom inquiétant, mais probablement sans rapport avec le drame. Les enquêteurs doivent se méfier des coïncidences trop parfaites. Elles donnent parfois au hasard l'apparence d'une prophétie. Igor Dyatlov doit prendre une décision. Redescendre vers la forêt leur offrirait davantage de protection et du bois pour alimenter leurs poêles. Pourtant, le groupe choisit de rester sur la pente. Peut-être pour éviter de perdre l'altitude déjà gagnée. Peut-être pour s'entraîner à camper dans des conditions difficiles. Les randonneurs creusent la neige afin d'aplanir le terrain. Ils installent leur longue tente collective. À l'intérieur, ils déposent leurs chaussures, leurs vêtements chauds, leurs sacs, leurs provisions et leur matériel. Ils prennent leur dernier repas connu. Ils écrivent encore quelques mots. Puis les journaux s'arrêtent. Elias tourne la dernière page du carnet. Elle est blanche. Elias. Nous ne possédons aucun témoignage direct de ce qui s'est passé ensuite. Seulement les traces laissées dans la neige. Et ce que les secours découvriront 26 jours plus tard. Elias aperçoit quelque chose au fond de la boîte métallique. Un petit rouleau de pellicule photographique. Il le soulève avec précaution. Une étiquette y est attachée. Dernière image. Ne pas développer. Elias approche la pellicule de la lumière. On distingue une forme indistincte sur le négatif. Une masse sombre entourée de blanc. Elias, cette nuit-là, 9 personnes se trouvent dans la tente. Elles ont des vêtements chauds, des chaussures, de la nourriture, un poêle et l'expérience nécessaire pour survivre au froid. Pourtant, avant le lever du jour, elles vont abandonner presque tout ce matériel. Elles vont ouvrir la tente d'une manière incompréhensible. Puis elles vont descendre vers la forêt, dans l'obscurité, alors que certaines ne portent presque rien aux pieds. Pourquoi ? Qu'est-ce qui pouvait être plus dangereux que la nuit, le vent et le froid de l'Oural ? Elias dépose la pellicule sur la table. Dans les profondeurs des archives, un mécanisme se met soudain en mouvement. Un tiroir métallique sort lentement du mur. À l'intérieur repose une photographie de la tente. La toile est affaissée sous la neige. Une longue déchirure traverse son flanc. Elias l'observe sans la toucher. Elias. Le premier indice vient de se présenter à nous. La tente n'a pas été ouverte par l'entrée. Elle a été découpée. Et d'après les premiers enquêteurs, les coups de lame seraient partis de l'intérieur. Chapitre 2. Le silence. C'est souvent lui qui ouvre les dossiers les plus difficiles. Elias reste immobile devant la grande carte de l'Oural. La dernière punaise rouge marque la pente du Kolatsiakl. Au-dessous, plus rien. Aucune annotation. Aucun rapport. Seulement un vide. Elias. Les 9 randonneurs auraient dû donner des nouvelles peu après leur retour. Avant de partir, Igor Dyatlov avait prévenu son institut qu'un léger retard restait possible. Personne ne s'inquiète donc immédiatement. Quelques jours passent. Puis une semaine. Les familles commencent à attendre. Chaque train venant du nord est observé avec espoir. Chaque appel téléphonique fait naître une attente. Mais personne ne revient. Elias ouvre un petit tiroir. À l'intérieur repose une pile de télégrammes. Les feuilles sont froissées. Certaines portent plusieurs tampons officiels. Il en déplie une.
Aucune nouvelle du groupe Dyatlov. Une deuxième. Demande d'organiser des recherches. Puis une troisième. Les étudiants insistent. Elias. Les premiers jours, les autorités pensent simplement à un retard. L'hiver est rude. Les itinéraires sont longs. Un groupe expérimenté peut facilement perdre plusieurs jours. Mais le temps continue de passer. Le 20 février 1959, la pression devient trop forte. Les recherches commencent enfin. Elias retire d'une étagère une vieille boîte en bois. À l'intérieur, des brassards de secouristes, une boussole, une paire de jumelles et plusieurs photographies aériennes. Elias. Les premiers volontaires sont principalement des étudiants. Ils connaissent plusieurs membres de l'expédition. Ils refusent d'abandonner leurs camarades. Rapidement, des militaires rejoignent les opérations. Des avions survolent les vallées. Des hélicoptères transportent du matériel. Des équipes progressent à ski. La montagne semble immense. Le moindre vallon peut cacher une tente. La moindre forêt peut masquer des traces. Les jours passent. La neige continue de tomber. Le vent efface presque tout. Elias déroule une immense carte. Des traits rouges apparaissent dans toutes les directions. Chaque trait représente une équipe. Chaque cercle correspond à une zone fouillée. Les secours avancent méthodiquement. Ils suivent l'itinéraire prévu. Ils retrouvent d'abord les anciennes traces du groupe, puis le dépôt de vivres laissé le 31 janvier. Tout semble confirmer que l'expédition suivait parfaitement son plan. Rien ne laisse imaginer une catastrophe. Pourtant, à mesure que les équipes montent vers les hauteurs, une étrange impression s'installe. Aucun feu, aucune fumée, aucune trace récente. Même les skis ont disparu, comme si les 9 randonneurs s'étaient évaporés. Elias saisit un carnet de terrain. Quelques phrases sont encore lisibles. Visibilité mauvaise. Vent violent. Aucune réponse aux appels. Continuons demain. Les sauveteurs connaissent parfaitement les dangers de ces montagnes. Ils savent qu'une simple erreur peut coûter la vie. Mais quelque chose les trouble davantage. Ils ne trouvent absolument rien. Pas un gant, pas une casserole, pas une trace de campement, seulement une montagne silencieuse. Le 26 février, en fin de matinée, une équipe gravit lentement la pente balayée par le vent. L'un des hommes s'arrête. Il pointe du doigt une forme sombre dépassant légèrement de la neige. Au début, personne ne comprend ce qu'il regarde. Les secouristes s'approchent. Le vent souffle si fort qu'ils doivent plisser les yeux. Peu à peu, la silhouette apparaît. Une toile, presque entièrement recouverte par la neige. La tente. Enfin, après près d'un mois, les sauveteurs accélèrent le pas. Ils s'attendent à retrouver leurs camarades réfugiés à l'intérieur. Peut-être blessés. Peut-être incapables de repartir. Mais toujours vivants. L'un des secouristes retire la neige avec précaution. Puis il s'immobilise. Son visage change brusquement. Il appelle les autres. Tous se penchent sur la toile. Personne ne parle. Elias ouvre lentement un tiroir métallique. À l'intérieur repose un objet enveloppé dans un tissu gris. Il hésite quelques secondes, comme si les archives elles-mêmes résistaient. Puis il déplie le tissu. Apparaît un long couteau de randonnée. La lame est propre, mais son extrémité présente de minuscules fibres de toile. Elias ne dit rien. Il observe simplement le couteau. Puis il lève lentement les yeux. Les sauveteurs viennent de comprendre que quelque chose d'inexplicable s'est produit. La tente est toujours debout. Le matériel semble encore à l'intérieur. Mais la toile présente plusieurs longues déchirures. Et ces déchirures ne ressemblent pas à celles laissées par le vent. Elias repose délicatement le couteau. Derrière lui, une armoire métallique se déverrouille dans un bruit sourd. Une unique photographie glisse lentement sur la table. Elias ne la retourne pas. Cette image attend depuis 67 ans. Je crois qu'il est temps de la regarder. Mais ce qu'elle révèle changera complètement notre compréhension de cette affaire. Chapitre 3. La tente. Le tiroir métallique reste ouvert. La photographie repose toujours face contre table. Elias inspire profondément avant de la retourner. Un paysage entièrement blanc apparaît. Au milieu de la pente, une tente, à moitié ensevelie sous la neige. Aucune silhouette, aucune trace de vie. Seulement ce campement solitaire perdu sur l'immense montagne. Voici la première image prise par les sauveteurs. Elle est devenue l'une des photographies les plus célèbres de cette affaire. Mais lorsqu'on l'observe sans connaître la suite, elle paraît presque ordinaire. Une tente, une montagne, de la neige. Pourtant, presque tout ce que l'on voit est anormal. Elias approche une loupe. Les archives font apparaître un second tirage, plus net. Il pointe lentement différents détails. La tente est encore debout. Les skis utilisés comme montants n'ont pas cédé. La toile n'a pas été emportée par le vent. L'avalanche souvent évoquée n'a pas enseveli le camp. Si une masse de neige gigantesque avait frappé la tente, nous devrions retrouver un effondrement complet. Or, ce n'est pas le cas. Il prend une règle métallique, la place délicatement sur la photographie. Les enquêteurs constatent également que la tente est installée sur une pente relativement modérée, pas totalement plate, mais loin d'une falaise. Assez inclinée pour compliquer un campement.
pas suffisamment pour expliquer, à elle seule, une catastrophe évidente. Il ouvre ensuite une chemise cartonnée. À l'intérieur, plusieurs croquis réalisés par les enquêteurs soviétiques. Il montre précisément l'emplacement des ouvertures. Voici ce qui intrigue immédiatement les premiers experts. Les déchirures. Elles sont longues, nettes, presque parallèles. Elles ne ressemblent pas aux dégâts laissés par une tempête. Encore moins à une toile arrachée au hasard. Ces coupures semblent volontaires. Elias saisit une autre feuille. Cette fois, il s'agit du rapport technique. Il lit quelques lignes en silence, puis relève les yeux. Les spécialistes examinent minutieusement les fibres de la toile. Leur conclusion est capitale. La majorité des entailles semblent avoir été réalisées, depuis l'intérieur. Il repose lentement le document. Un silence s'installe. Alors imaginez un instant. Vous êtes au chaud, à l'abri. Vous possédez des vêtements épais, vos chaussures, votre nourriture, votre matériel de survie. Et soudain, vous choisissez de découper votre propre tente, pour sortir directement dans la nuit. Pourquoi ? Qu'est-ce qui pourrait pousser un randonneur expérimenté à abandonner en quelques secondes tout ce qui lui permet de rester en vie ? Les archives demeurent silencieuses, comme si elles attendaient elles aussi une réponse. Elias poursuit l'examen. Une seconde photographie apparaît. Cette fois, l'intérieur de la tente. Le matériel est toujours là. Des couvertures, des vêtements, des chaussures, des sacs, une hache, des casseroles, le poêle démonté. Les sauveteurs comprennent immédiatement que personne n'a quitté les lieux pour commencer une marche normale. S'ils avaient simplement décidé de rejoindre la forêt, ils auraient pris leurs bottes, leurs manteaux, leurs gants, leurs lampes. Or, tout est encore ici. Ils désignent une paire de bottes, puis une veste, puis un manteau. Certaines chaussures n'ont même jamais été enfilées. Les vêtements sont soigneusement rangés, comme si leur propriétaire avait prévu de les remettre quelques minutes plus tard. Ils n'en auront jamais l'occasion. Elias ouvre une petite boîte en métal. À l'intérieur, une boussole. Elle est arrêtée. Son verre est fissuré. Il la tourne lentement. Ce détail ne prouve rien, mais il rappelle une chose essentielle. Nous ne savons toujours pas combien de temps s'est écoulé entre le moment où les 9 randonneurs se sont installés et celui où ils ont quitté la tente. Quelques minutes ? Une heure ? Davantage ? Les archives ne répondent pas. Pas encore. Elias prend maintenant une photographie aérienne. Une série de petits points sombres descend la pente. Il fronce légèrement les sourcils. Elias, au début. Les sauveteurs pensent apercevoir des irrégularités dans la neige. Mais en s'approchant, ils comprennent qu'il s'agit d'autre chose. Des empreintes. Elles sont nombreuses. Certaines sont laissées par des bottes. D'autres semblent avoir été faites par des personnes en chaussettes. Ou même pieds nus. Ils posent doucement la photographie. Voilà sans doute l'élément le plus déroutant. Les 9 personnes ne semblent pas avoir fui dans tous les sens. Les traces indiquent au contraire une progression relativement ordonnée. Elles descendent la pente, dans une même direction, vers la forêt, sans signe apparent de panique. Ce constat bouleverse immédiatement les premières hypothèses. Car si une menace immédiate avait attaqué la tente, pourquoi partir calmement ? Et si rien ne les poursuivait ? Pourquoi quitter la tente presque sans vêtements ? 2 faits, 2 conclusions, qui semblent impossibles à concilier. Elias reste pensif. Puis il remarque un détail qu'il n'avait pas vu. Coincé derrière la photographie, une feuille pliée en 4. Aucune écriture, seulement un dessin. Il déplie lentement le papier. Le croquis représente la pente, la tente, les empreintes. Puis, un grand cèdre solitaire. Une flèche relie les traces à l'arbre. En dessous, un simple mot. Forêt. Elias fixe le dessin, puis referme doucement le dossier. Les archives viennent de nous indiquer où poursuivre notre enquête. Les réponses ne se trouvent plus sur la montagne. Elles nous attendent au pied de cette pente, là où les 9 randonneurs ont laissé leurs dernières traces, et où les sauveteurs vont découvrir les premiers corps. Chapitre 4. Les premiers silences. Même apparence que dans les parties précédentes. Forêt de Kolatsiakl, forêt de conifères enneigés immenses, cèdres isolés neige profonde, lumière hivernale froide ambiance réaliste et cinématographique. Le dessin est toujours posé sur la table. La flèche pointe obstinément vers la forêt. Elias referme doucement le carton d'archives. Au même instant, une autre étagère grince. Une boîte de bois glisse lentement hors de son emplacement. Aucune étiquette, aucun numéro. Seulement un seau de cire rouge, déjà brisé. Les archives nous conduisent maintenant là où les empreintes s'arrêtent. Là où les sauveteurs cessent de chercher des survivants et commencent à comprendre qu'ils sont arrivés trop tard, Elias soulève le couvercle. À l'intérieur, plusieurs photographies sont rangées dans des pochettes de papier. Il en extrait une première. On y distingue un immense cèdre solitaire. Ses branches basses sont cassées. La neige est piétinée autour du tronc. À environ 1,5 km de la tente, les secours découvrent cet arbre, un vieux cèdre. Le premier véritable lieu où quelque chose semble s'être produit. Les sauveteurs s'approchent.
Le vent souffle toujours avec violence. Mais cette fois, il voit des détails qui ne peuvent pas être dus au hasard. Elias pose la photographie sous une lampe. Les branches inférieures sont nettement brisées, certaines jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. Les enquêteurs estiment que quelqu'un est monté dans cet arbre, probablement très haut. Pourquoi? Pour observer la montagne? Chercher la tente? Surveiller un danger? Impossible de l'affirmer. Mais ces branches n'ont pas été cassées par le vent. Elias découvre une seconde photographie. Au pied du cèdre, 2 silhouettes immobiles reposent dans la neige. Il reste silencieux quelques secondes. Les premiers corps, Yuri Doroshenko, Georgi Krivonichenko, ils sont retrouvés côte à côte, près des restes d'un petit feu. Les enquêteurs remarquent immédiatement plusieurs éléments troublants. Le foyer a réellement brûlé. Quelques branches sont consumées. Du bois a été rassemblé. Autrement dit, après avoir quitté la tente, certains membres du groupe étaient encore capables de réfléchir, de prendre des décisions, d'essayer de survivre. Cela écarte déjà l'idée d'une panique totalement incontrôlée. Elias ouvre un rapport médical. Plusieurs lignes sont soulignées. Les 2 hommes portent très peu de vêtements. Leurs pieds sont presque nus. Ils présentent de nombreuses gelures, mais également plusieurs blessures superficielles. Leurs mains sont abîmées, comme si elles avaient été écorchées contre l'écorce de l'arbre. Leurs jambes présentent de multiples petites coupures. Leurs vêtements montrent des traces de brûlure. Elias referme lentement le dossier. Tout indique qu'ils ont tenté d'alimenter le feu pendant longtemps. Puis, ils sont morts de froid. Il tourne une nouvelle page. Une carte topographique apparaît. 3 petites croix rouges relient le cèdre à la tente. Les sauveteurs poursuivent leurs recherches. Entre le cèdre et la tente, ils découvrent bientôt un 3e corps, puis un 4e, puis un 5e. Comme si plusieurs membres du groupe avaient tenté de revenir vers leur camp. Le premier est Igor Dyatlov, le chef de l'expédition. Son corps est retrouvé face contre neige, un bras tendu vers la montagne, comme s'il essayait encore d'avancer. Quelques centaines de mètres plus loin, les sauveteurs découvrent Zinaïda Kolmogorova, puis Roustem Slobodin. Tous 3 sont orientés dans la même direction, vers la tente. Ce détail est essentiel. Au moins une partie du groupe cherchait manifestement à retourner au camp. Ils ne fuyaient plus, ils revenaient, mais ils n'y parviendront jamais. Elias ouvre une enveloppe jaunie. Elle contient plusieurs schémas réalisés lors des autopsies. Les premiers examens concluent principalement à une hypothermie. Mais certains détails intriguent déjà les médecins. Roustem Slobodin présente une fracture du crâne, légère, pas forcément mortelle. Les autres présentent différentes blessures, des éraflures, des contusions, des traces de fatigue extrême. Rien cependant qui explique pourquoi 9 randonneurs expérimentés ont quitté leur tente en pleine nuit. Ils referment l'enveloppe. Un long silence s'installe. Puis Elias remarque quelque chose au fond de la boîte. Une petite pellicule photographique. Elle n'a jamais été développée. Il hésite, puis la place délicatement devant la lampe des archives. Une silhouette sombre apparaît sur le négatif. On distingue difficilement plusieurs personnes, et derrière elle, une masse noire impossible à identifier. Cette image est l'une des plus mystérieuses du dossier. Était-elle prise avant le drame, pendant l'expédition, ou n'a-t-elle aucun lien avec ce qui s'est produit? Les archives refusent encore de répondre. Elles nous rappellent simplement une chose. Nous n'avons retrouvé que 5 personnes. Or, ils étaient 9. 4 randonneurs manquent toujours à l'appel, et personne n'imagine encore où ils se trouvent. Au fond des archives, un meuble métallique se déverrouille lentement. Cette fois, ce n'est pas une photographie qui apparaît, mais une carte entièrement couverte de terre séchée. Un cercle rouge entoure un ravin. Elias l'observe en silence. Je crois que la montagne ne nous a pas encore livré tous ses morts. Chapitre 5. Le ravin. Le cercle rouge dessiné sur la carte semble attirer le regard. Elias passe lentement la main dessus. La poussière disparaît. Un mot apparaît. Mai 1959. Elias. Pendant plus de 2 mois, les recherches se poursuivent. Les 5 premiers corps ont été retrouvés. Mais 4 personnes manquent toujours. La neige tombe encore, puis elle cesse. Les semaines passent. L'hiver commence lentement à céder sa place au printemps. La montagne change de visage. Les congères fondent. Les ruisseaux réapparaissent. Et avec eux, de nouveaux indices. Elias ouvre un lourd registre. Les pages sont gondolées par l'humidité. Au centre, une note manuscrite. Début des recherches dans le ravin. Les sauveteurs décident d'explorer une dépression située non loin du Grand Cèdre. L'endroit est difficile d'accès. La neige y atteint plusieurs mètres d'épaisseur. Sous cette couche compacte, coule un petit torrent. Les hommes sondent la neige avec de longues perches, heure après heure, mètre après mètre. Puis, l'une des perches s'enfonce brutalement. Elle ne rencontre plus de résistance. Quelqu'un crie. Les sauveteurs commencent à creuser. Elias ouvre une nouvelle boîte. Cette fois, 4 fiches cartonnées sont soigneusement rangées côte à côte.
4 noms. Lyudmila Dubinina, Alexandre Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignol, Alexandre Zolotaryov. Les 4 derniers membres de l'expédition reposaient ici, sous près de 4 mètres de neige, presque invisibles, comme si la montagne avait voulu les cacher. Une photographie montre le ravin. On distingue les secouristes penchés au-dessus d'une cavité. Des cordes pendent dans le vide. Les corps sont extraits un à un. Le silence règne. Même les photographies semblent lourdes. Elias saisit le premier rapport. Très vite. Les médecins comprennent que ces 4 victimes ne ressemblent pas aux précédentes. Le froid est bien présent. Mais certaines blessures dépassent tout ce qu'ils avaient observé jusque-là. Il ouvre le dossier de Nikolai Thibault-Brignol. Une radiographie apparaît. Nikolai présente une fracture importante du crâne. Pourtant, la peau est peu endommagée, comme si un choc extrêmement violent avait traversé le corps sans provoquer de larges blessures extérieures. Elias tourne une autre page. Le dossier d'Alexandre Zolotaryov. Plusieurs côtes sont brisées. Les fractures sont nombreuses, puissantes. Les médecins estiment qu'elles nécessitent une force considérable, bien supérieure à celle produite par une simple chute de sa propre hauteur. Mais aucune trace de lutte n'est relevée. Aucune blessure défensive. Aucun coup de couteau. Aucune balle. Elias reste silencieux, puis ouvre le dossier de Lyudmila Dubinina. Il ne lit pas immédiatement. Il referme même les yeux quelques secondes. Le nom de Lyudmila est souvent cité lorsque l'on parle du col Dyatlov. Malheureusement, beaucoup d'informations circulant aujourd'hui sont incomplètes, ou sorties de leur contexte. Il pose le rapport devant lui. Oui, une partie de sa langue avait disparu, comme certaines parties des tissus mous de son visage. Mais les médecins ne concluent pas à une mutilation volontaire. Le corps est resté plusieurs semaines dans un environnement humide, sous la neige, traversé par un ruisseau. Les spécialistes estiment que ces altérations sont compatibles avec les phénomènes naturels observés après un long séjour dans ces conditions. Elias referme ce dossier. Ce détail est souvent présenté comme la preuve d'un événement mystérieux. En réalité, les rapports officiels sont beaucoup plus prudents. Le véritable mystère n'est peut-être pas là. Il se trouve ailleurs. Il ouvre la dernière chemise. Une feuille attire immédiatement son attention. Elle porte un tampon rouge. Confidentiel. Certains vêtements récupérés sur 2 victimes présentent une radioactivité légèrement supérieure au niveau habituel. Ce résultat surprend les enquêteurs. Mais plusieurs explications restent possibles. Certains membres du groupe avaient travaillé auparavant dans des environnements industriels où des matériaux radioactifs étaient manipulés. Les mesures restent limitées. Et aucun document officiel ne conclut que cette radioactivité est la cause des décès. Elias repose la feuille. Comme souvent dans cette affaire, chaque indice ouvre plusieurs pistes, mais n'en ferme aucune. Il se dirige vers une grande table lumineuse. Les 9 portraits des randonneurs apparaissent progressivement. Puis les photographies des lieux où chacun a été retrouvé. Une ligne relie les différents points. La tente, le cèdre, le ravin. Plus nous avançons, plus une question devient incontournable. Pourquoi le groupe s'est-il séparé? Certains ont tenté de rallumer un feu. 3 autres sont remontés vers la tente. Les 4 derniers ont construit un abri dans le ravin. Cela signifie qu'après avoir quitté le camp, ils étaient encore capables de réfléchir, de coopérer, de prendre des décisions. Le comportement du groupe n'est pas celui d'une foule paniquée. Il ressemble davantage à celui de personnes essayant de survivre à une situation qu'elles comprennent, ou qu'elles ne comprennent plus, soudain. Une lumière s'allume au fond des archives. Une armoire que personne n'avait encore remarquée pivote lentement. À l'intérieur, des dizaines de dossiers apparaissent. Tous portent des titres différents. Avalanche, expérience militaire, phénomène atmosphérique, infrason, conflit avec les Mansi, erreur humaine. Autre, Elias avance lentement. Zoulé, il ne touche encore aucun dossier. Voici enfin l'endroit où commencent les hypothèses. Et c'est souvent ici que les faits disparaissent derrière les légendes. Notre travail sera de les séparer, une à une, sans rien écarter, sans rien inventer. Les archives ne rendent jamais un verdict avant d'avoir entendu tous les témoins, même lorsqu'ils sont morts depuis longtemps. Chapitre 6. Les archives se contredisent. Le silence est revenu. Les dossiers portant le nom des différentes hypothèses sont toujours alignés devant Elia. Il tend la main vers celui intitulé « Avalanche ». Au moment où ses doigts effleurent la couverture, le dossier glisse de quelques centimètres. Il tombe au sol. Une feuille cachée à l'intérieur s'échappe et vient se poser plus loin. Elias la ramasse. Aucun titre. Seulement une annotation manuscrite. Toujours commencée par les faits. Il sourit légèrement. Je crois que les archives viennent de me rappeler à l'ordre. Très bien. Oublions les théories. Reprenons tout depuis le début. Une photographie est placée sur la table lumineuse. La tente, vue de face. Elias l'observe longuement sans parler. Puis il sort une règle graduée. Il mesure l'inclinaison visible de la pente directement sur le cliché. Ensuite, il ouvre une carte topographique. Les courbes de niveau apparaissent. Les compare. Première question.
La pente est-elle suffisamment inclinée pour provoquer, à elle seule, une avalanche importante? Les archives ne répondent pas. Elles proposent simplement une seconde pièce. Un rapport d'expertise moderne, déposé ici bien des années après les événements. Elias le parcourt rapidement, puis relève les yeux. Intéressant. Ce document n'affirme pas qu'une avalanche est impossible. Il explique seulement que le terrain observé sur les photographies ne correspond pas forcément à l'image classique que l'on s'en fait. Voilà une nuance importante. Il prend un crayon, écrit sur une fiche cartonnée. Fait numéro 1. Une avalanche ne peut être ni retenue ni écartée uniquement à partir de la pente visible sur les photographies. Il glisse la fiche dans un casier intitulé « Faits établis ». Aucun autre. Une seconde photographie apparaît. Cette fois, on distingue l'intérieur de la tente, les bottes, les manteaux, les couvertures. Rien ne semble avoir été emporté. Elias reste silencieux. Il ouvre ensuite le rapport d'inventaire établi par les premiers sauveteurs. Il compare ligne après ligne. Les objets présents sur la photographie correspondent presque parfaitement à l'inventaire. Cela signifie que les secours ne les ont pas déplacés avant leur relevé. Autrement dit, les vêtements étaient réellement restés dans la tente. Il écrit une deuxième fiche. Fait numéro 2. La majorité des vêtements chauds et des chaussures se trouvaient encore dans la tente lors de sa découverte. La fiche rejoint la première. Un léger claquement retentit. Au fond de la salle, un tiroir s'ouvre seul. À l'intérieur, des moulages d'empreintes. Elias les apporte sur la table. Il les aligne. Une botte, une chaussette. Un pied presque nu. Puis, il ouvre le carnet des sauveteurs. Les distances sont notées. Les directions également. Il prend une ficelle. Relie chaque point sur la carte. Le résultat est étonnamment rectiligne. Les empreintes descendent presque toutes vers la forêt. Pas dans plusieurs directions. Pas en courant dans tous les sens. Vers un même objectif. Il s'interrompt. Regarde de nouveau la carte. Puis recommence son tracé. Non, attendez. J'avais mal regardé. Certaines traces se croisent. Mais aucune ne remonte immédiatement vers la tente. Cette précision change beaucoup de choses. Il rédige une troisième fiche. Fait numéro 3. Les premières traces observées semblent indiquer un déplacement collectif vers la forêt. Il ne parle toujours pas d'avalanche, ni d'expérience militaire, ni de phénomènes étranges. Seulement des faits. Les archives restent silencieuses. Puis une vieille boîte de diapositives tombe d'une étagère. L'une d'elles est fendue. Elias la place dans le projecteur. Une image apparaît sur le mur. Le grand cèdre, les branches cassées, le foyer. Il observe, très longtemps. Puis il remarque quelque chose. Une branche brisée est orientée vers la montagne, pas vers le ravin. Si quelqu'un est monté dans cet arbre, il regardait probablement dans cette direction. Pourquoi observer la tente? Espérait-il y retourner? Cherchait-il quelqu'un? Ou voulait-il vérifier qu'un danger avait disparu? Les archives ne répondent toujours pas. Elles déposent simplement une nouvelle fiche vierge devant lui. Elias hésite, puis écrit lentement. Question numéro 1. Qu'est-ce qui empêchait le groupe de retourner immédiatement à la tente? Il ne classe pas cette fiche avec les faits. Il la place dans un autre tiroir, sur lequel est inscrit « Question ouverte ». Voilà ce qui distingue une enquête d'un récit. Les faits répondent rarement aux questions. Ils en créent de nouvelles. Une horloge ancienne sonne une seule fois. Quelque part dans la salle, un verrou métallique se débloque. Une armoire s'entr'ouvre. À l'intérieur ne se trouve ni photographie, ni rapport. Seulement 9 carnets identiques. Les journaux personnels des randonneurs. Elias s'approche. Il ne les ouvre pas. Pas encore. Si nous voulons comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut d'abord comprendre qui étaient ces 9 personnes. Et parfois, la personnalité d'un témoin explique davantage qu'une photographie. Il prend le premier carnet. Sur la couverture est inscrit un nom. Igor Dyatlov. La serrure de l'armoire se referme doucement derrière lui, comme si les archives venaient de choisir la prochaine étape de notre enquête. Chapitre 7. Les autopsies parlent. Le silence revient. Pendant quelques secondes, Elias ne dit rien. Devant lui, les photographies des 9 étudiants semblent observer la pièce. Puis, sans qu'il ne touche rien, un tiroir glisse lentement. Il s'arrête. À l'intérieur repose une chemise plus fine que les précédentes. Sur sa couverture, quelques mots frappés à la machine, autopsie. Elias inspire profondément. Si les témoins peuvent se tromper. Les corps, eux, mentent rarement. Il ouvre le dossier. Les premiers rapports apparaissent. Les médecins soviétiques commencent par examiner les 5 premiers corps retrouvés. Igor Dyatlov, Zina Kolmogorova, Rustem Slobodin, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonischenko. Les conclusions semblent étonnamment simples. Tous présentent des signes d'hypothermie. Le froid extrême est bien responsable de leur décès. Mais Elias ralentit soudain sa lecture, car plusieurs détails ne correspondent pas à une simple mort par le froid. Chez Rustem Slobodin, les médecins décrivent une fissure du crâne. La blessure est réelle. Pourtant, elle n'aurait probablement pas été mortelle. Le jeune homme a continué à marcher, à lutter, à tenter de survivre. Les autres présentent de nombreuses écorchures.
Des mains abîmées, des doigts ensanglantés, des blessures compatibles avec une fuite dans la neige ou l'escalade d'un arbre. Les archives livrent une première certitude. Fait établi, les 5 premiers randonneurs sont morts principalement du froid. Leurs blessures ne suffisent pas à expliquer leur décès. Elias referme doucement les premiers rapports. Jusqu'ici, rien ne paraît impossible. Mais le dossier continue. Et les pages suivantes changent complètement de ton, 4 mois après la disparition. Lorsque les sauveteurs retrouvent enfin le ravin recouvert de neige, 4 nouveaux corps apparaissent. Ludmila Dubinina, Semyon Zolotarev, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignol. Les médecins commencent leurs examens. Très vite, leur vocabulaire change. Fractures, écrasements, traumatismes internes. Elias relève les yeux. Les archives semblent plus silencieuses que jamais. Il poursuit. Nikolai Thibault-Brignol présente une fracture majeure du crâne. Les médecins parlent d'un choc extrêmement violent. Pourtant, la peau du visage est très peu endommagée, comme si une force énorme avait traversé le corps sans laisser les traces habituelles d'un impact. Le rapport suivant concerne Semyon Zolotarev. 8 côtes brisées, un thorax écrasé. Les médecins précisent que la puissance nécessaire est comparable à celle d'un accident de voiture, mais aucune blessure ouverte, aucun os traversant la peau, aucun signe d'agression classique. Puis vient Ludmila Dubinina. Son thorax est lui aussi gravement écrasé. Plusieurs côtes sont fracturées. Et surtout, sa langue manque. Une partie des tissus de la bouche a disparu. Les lèvres sont fortement dégradées. Certaines parties du visage également. Pendant des décennies, ce détail deviendra l'un des symboles du mystère Dyatlov. Elias ne détourne pas le regard. Il reprend simplement le rapport médico-légal. Les médecins ne concluent pourtant pas à une mutilation volontaire. Ils décrivent un corps resté plusieurs semaines dans un ravin humide, sous la neige, au contact de l'eau. Les phénomènes naturels peuvent provoquer ce type de disparition des tissus mous. Le document est précis. Il ne parle ni de torture, ni de découpe, ni d'intervention humaine. Fait établi, la disparition de la langue est constatée. La cause exacte n'est pas déterminée, mais le rapport ne conclut pas à un acte criminel. Elias dépose la feuille. Il murmure. Voilà comment naissent les légendes, lorsqu'un fait réel est séparé de son explication. Il poursuit sa lecture. Alexander Kolevatov présente moins de blessures. Pourtant, son cou est fortement atteint. Son nez est écrasé. Son visage porte les marques d'une longue exposition au milieu naturel. Les 4 victimes présentent un point commun. Aucune ne semble avoir essayé de fuir après avoir subi ces traumatismes, comme si ces blessures avaient été presque immédiatement incapacitantes. Elias rassemble les photographies. Une question s'impose. Comment 4 personnes peuvent-elles subir des traumatismes aussi violents, sans qu'aucune trace évidente de lutte n'apparaisse autour d'elles? Les archives ne répondent pas. À la place, une autre feuille tombe du dossier, une simple annotation manuscrite, quelques mots seulement. Intensité comparable à une onde de choc, aucune signature, aucune date, aucune explication. Elias fixe longtemps cette note, puis il relève lentement les yeux. Si cette annotation est authentique, alors notre enquête vient de changer de dimension. Il referme le dossier médical. Une nouvelle pièce attend déjà sur la table. Elle porte un autre titre, Expertise radiologique. Chapitre 8. Les traces invisibles. La nouvelle chemise semble plus récente. Son carton est moins usé, comme si quelqu'un l'avait consulté longtemps après la fermeture officielle de l'enquête. En haut de la couverture, quelques mots attirent immédiatement le regard d'Elias. Expertise radiologique. Il marque une hésitation. Voilà sans doute le document qui a nourri le plus de rumeurs. Les archives restent silencieuses. Elias ouvre lentement le dossier. À l'intérieur, plusieurs tableaux remplis de chiffres, des mesures, des annotations, des prélèvements effectués sur certains vêtements retrouvés au col Dyatlov. Il parcourt les premières lignes. Très vite, une conclusion apparaît. 2 vêtements appartenant à Ludmila Dubinina présentent une radioactivité supérieure au niveau habituellement attendu. Un autre vêtement, porté par Semyon Zolotarev, montre lui aussi une contamination mesurable. Elias repose le document. Il ne veut pas aller trop vite. Il saisit une feuille vierge. Puis il écrit en grosses lettres « Fait établi, des traces de radioactivité ont bien été détectées sur plusieurs vêtements. » Il souligne cette phrase, puis ajoute une seconde ligne. « Fait établi, les corps eux-mêmes ne sont pas décrits comme fortement radioactifs. Seulement certains vêtements. » Il relève la tête. Voilà une nuance essentielle, et pourtant souvent oubliée. Pendant des décennies, beaucoup affirmeront que les randonneurs étaient radioactifs. Le rapport ne dit pas cela. Il parle de vêtements, pas des victimes. Elias poursuit sa lecture. Les niveaux mesurés sont supérieurs au bruit de fond naturel, mais ils restent relativement limités. Aucune valeur n'évoque une exposition comparable à un accident nucléaire majeur. Aucune brûlure radiologique n'est observée. Aucun symptôme médical compatible avec une irradiation aiguë n'apparaît dans les autopsies. Les archives semblent presque vouloir corriger les récits qui se sont accumulés au fil des années. Elias tourne une nouvelle page.
Un détail attire immédiatement son attention. Ludmila Dubinina avait travaillé auparavant dans une installation industrielle manipulant parfois des matériaux radioactifs. Certaines sources évoquent également des activités similaires pour d'autres membres du groupe. Cette information ne constitue pas une preuve, mais elle existe, et elle ouvre une possibilité très différente des théories spectaculaires. Elias inscrit une nouvelle note. Indice pour le tribunal, la présence de radioactivité ne démontre pas, à elle seule, un événement nucléaire sur la montagne. Les vêtements pouvaient avoir été contaminés avant l'expédition. Il referme quelques instants le dossier. Puis un mince carnet glisse d'une étagère. Aucune cote, aucun numéro d'archive, seulement quelques photographies aériennes en noir et blanc. On distingue une vaste région enneigée. Puis, au loin, des sphères lumineuses, floues, diffuses. Elias les observe longuement. Ces images ressemblent aux nombreux témoignages recueillis dans les semaines entourant la catastrophe. Des habitants, des militaires, des équipes de secours. Plusieurs personnes affirment avoir aperçu d'étranges lumières orangées dans le ciel de l'Oural. Les récits ne sont pas tous identiques. Certains parlent de boules de feu. D'autres d'objets brillants avançant lentement. Quelques-uns évoquent plusieurs sphères évoluant ensemble. Elias ouvre un second dossier. Cette fois, il ne s'agit plus de témoignages, mais de rapports météorologiques. Les dates correspondent, les observations aussi. Pourtant, aucun document ne relie directement ces phénomènes lumineux à la mort des 9 randonneurs. Fait établi, des témoignages concernant des lumières dans le ciel existent bel et bien. Ils proviennent de plusieurs personnes. Fait établi, aucune preuve ne démontre que ces phénomènes sont responsables du drame. Elia prend quelques pas de recul. Les archives semblent lui souffler une leçon. Chaque dossier apporte une pièce, mais aucune ne s'emboîte parfaitement. Les blessures, la fuite, le froid, la radioactivité, les lumières, tout est réel. Mais rien ne relie encore ces éléments avec certitude. Alors qu'il s'apprête à refermer la chemise, quelque chose attire son regard. Coincée entre deux feuilles, une enveloppe jaunie. Elle est restée fermée. Le cachet de cire est brisé depuis longtemps. À l'intérieur, une seule feuille, quelques lignes tapées à la machine. Affaire classée. Cause officielle. Une force naturelle impérieuse que les randonneurs n'ont pas été en mesure de surmonter. Elias relit lentement la formule, puis repose le document. Une force naturelle impérieuse. Une expression suffisamment vague pour clore une enquête, suffisamment floue pour laisser vivre toutes les hypothèses. Il regarde les rayonnages. Les archives semblent retenir leur souffle, car il reste encore une dernière salle à explorer, celle où toutes les pièces seront enfin confrontées. Le tribunal des hypothèses approche. Chapitre 9. Le dossier se rouvre. L'enveloppe repose encore ouverte sur la table. Elias ne la touche plus. Son regard s'est porté vers un autre rayon des archives, tout au fond, là où les dossiers ne sont plus classés par date, mais par réouverture. Il s'approche. Les étagères semblent presque vivantes. Le bois craque. Une fine poussière s'élève. Puis, lentement, un volume gris glisse hors de son emplacement. Sa couverture est différente. Plus moderne. Sur la tranche, une simple mention « 2019, 2020 ». Elias sourit discrètement. Les archives n'oublient jamais. Même lorsqu'une enquête est officiellement terminée, elles conservent ceux qui ont voulu la reprendre. Il ouvre le dossier. Les premières pages racontent une histoire inattendue. Pendant des décennies, le mystère du col Dyatlov ne cesse de fasciner. Des journalistes, des scientifiques, des écrivains, des passionnés, des centaines d'hypothèses apparaissent, certaines sérieuses, d'autres totalement extravagantes. La pression médiatique grandit au fil des années. Finalement, en 2019, les autorités russes annoncent une nouvelle enquête officielle. Objectif: réexaminer les faits avec les connaissances scientifiques modernes. Les enquêteurs reprennent les photographies, les cartes, les rapports météorologiques, les témoignages, les autopsies, les relevés topographiques. Elias tourne les pages. Cette fois, aucun document ne parle d'extraterrestres, ni d'expériences secrètes, ni de créatures mystérieuses. Les experts cherchent une explication physique, mesurable, reproductible. Ils s'intéressent notamment à un phénomène longtemps sous-estimé, les avalanches de plaques. Contrairement à l'image spectaculaire d'une immense montagne qui s'effondre, une avalanche de plaques peut être beaucoup plus discrète. Une couche compacte de neige se décroche soudain. Elle peut déplacer des blocs extrêmement lourds. Elle peut frapper une tente, blesser gravement ses occupants, puis s'immobiliser rapidement. Quelques heures plus tard, le vent peut recouvrir presque entièrement les traces de son passage. Elias observe les schémas. Ils sont précis. Des modèles numériques sont réalisés. Même des simulations informatiques sont produites plusieurs décennies après le drame. Certaines montrent qu'une petite avalanche pourrait effectivement provoquer les fractures observées chez plusieurs victimes. Sans pour autant ensevelir complètement la tente, fait établi, les études modernes concluent qu'une avalanche de plaques est physiquement possible sur le site. Mais Elias ne referme pas encore le dossier, car les archives lui offrent immédiatement la page suivante. Et cette page raconte une autre histoire.
Plusieurs spécialistes contestent cette conclusion. Ils rappellent que les premiers sauveteurs n'ont observé aucun dépôt massif de neige. La pente paraît relativement faible. Les photographies montrent une tente encore largement visible. D'autres chercheurs estiment qu'une avalanche classique reste peu probable. Ils privilégient un phénomène différent, une rupture locale de la couche neigeuse, ou une accumulation de neige comprimée. Le débat continue. Aujourd'hui encore, Elias écrit lentement. Indice pour le tribunal. Les travaux récents renforcent considérablement l'hypothèse d'un phénomène naturel. Mais ils ne convainquent pas tous les spécialistes. Il repose son stylo. Puis continue. Une autre question demeure. Même si une avalanche ou un phénomène voisin explique la fuite hors de la tente, comment expliquer la suite? Pourquoi certains reviennent vers le camp? Pourquoi d'autres construisent un abri? Pourquoi 4 victimes terminent-elles leur course dans le ravin? Les modèles scientifiques répondent partiellement, pas totalement. Les archives semblent apprécier cette nuance. Elles ne cherchent jamais une vérité parfaite, seulement la plus solide. Elias referme doucement le dossier de 2020. Le silence retombe. Puis une lourde porte de chêne, qu'il n'avait encore jamais remarquée, s'entr'ouvre au fond de la bibliothèque. Au-dessus est gravée une inscription. Le tribunal des hypothèses, il reste quelques mètres à parcourir. Sur une immense table circulaire attendent déjà plusieurs dossiers. Chaque couverture porte un nom. L'avalanche, les essais militaires, les infrasons, le crime, les phénomènes lumineux, les théories extraordinaires. Elias avance lentement. Il pose ses 2 mains sur la table, puis regarde le gardien. C'est à dire nous. Les faits sont désormais devant nous, les hypothèses aussi. À partir d'ici, une seule règle s'applique. Aucune théorie ne sera jugée sur sa popularité. Chacune devra répondre aux mêmes 3 questions. Ce qui la rend crédible, ce qui la contredit, le verdict des archives. Il ouvre le premier dossier. Le tribunal peut enfin commencer. Chapitre 10. Le tribunal des hypothèses. L'avalanche. La salle est différente de toutes les autres. Ici, il n'y a plus d'étagères sans fin, plus de dossiers oubliés dans l'ombre. Seulement une immense table de bois noir. Au centre, une balance ancienne. D'un côté, les éléments qui soutiennent une hypothèse. De l'autre, ceux qui la fragilisent. Elias s'assoit. Devant lui repose le premier dossier. Sur sa couverture est inscrit un seul mot. Avalanche. Il ouvre lentement la chemise. Quelques photographies apparaissent. Des cartes, des relevés topographiques, des simulations numériques. Puis il relève les yeux. Le tribunal des archives n'a pas pour mission de choisir l'hypothèse la plus spectaculaire. Il cherche celle qui explique le plus grand nombre de faits avec le moins de suppositions. Il pose la première pièce sur la table. Ce qui rend cette hypothèse crédible, les 9 randonneurs ont installé leur tente directement sur une pente enneigée. Pour créer un emplacement plat, ils ont découpé une partie du manteau neigeux. Ce geste est courant en haute montagne, mais dans certaines conditions, il peut fragiliser l'équilibre de la neige. Les analyses modernes montrent qu'une plaque compacte pouvait se décrocher plusieurs heures plus tard, pas nécessairement immédiatement après l'installation du camp. Une faible masse de neige très dense aurait suffi à comprimer la tente, même sans ensevelir totalement les occupants. Cette hypothèse explique plusieurs éléments importants. Pourquoi la tente est ouverte de l'intérieur? Pourquoi personne ne prend le temps d'enfiler correctement ses vêtements? Pourquoi le groupe quitte immédiatement le camp? Pourquoi certains objets restent abandonnés à l'intérieur? Elias dépose une seconde pièce. Les blessures graves de Nicolae Thibault-Brignol, Ludmila Dubinina et Semyon Zolotarev présentent un point commun. Les médecins parlent de traumatismes provoqués par une force considérable. Des études biomécaniques montrent qu'une importante pression exercée par une masse de neige compacte peut produire ce type de fracture, parfois sans provoquer de larges blessures externes. Autre élément. Après avoir quitté la tente, les 9 étudiants descendent ensemble vers la forêt. Aucun signe de panique désordonnée. Ils semblent rester groupés. Ce comportement correspond à une évacuation d'urgence. Une fois éloignés de la pente, ils tentent de survivre. Ils allument un feu, construisent un abri. Certains essaient même de revenir jusqu'à la tente. L'ensemble de cette chronologie reste cohérent avec une catastrophe naturelle suivie d'une lutte contre le froid. Elias fait glisser plusieurs fiches du côté gauche de la balance. La théorie possède des arguments solides, mais le tribunal ne s'arrête jamais là. Il ouvre maintenant la seconde partie du dossier, ce qui la contredit. Premier point. Les premiers sauveteurs ne décrivent pas une avalanche spectaculaire. La tente est encore visible. Elle n'est pas enfouie sous plusieurs mètres de neige. Les traces de pas restent observables, même si elles disparaissent progressivement avec le vent. Deuxième point. La pente du Kholat Syakhl est relativement modérée. Pendant longtemps, de nombreux spécialistes ont estimé qu'elle était insuffisante pour produire une avalanche classique. C'est précisément ce qui alimentera les doutes pendant des décennies. Troisième point. Les 4 victimes gravement blessées ne sont retrouvées qu'au fond du ravin, à plusieurs centaines de mètres de la tente. Les blessures ont-elles été provoquées au camp, ou plus tard, lors d'une chute dans le ravin? Les rapports ne permettent pas de répondre avec une certitude absolue.
Quatrième point. L'hypothèse de l'avalanche explique le départ. Elle explique en grande partie les blessures, mais elle n'explique pas directement tous les détails du dossier. Les lumières observées dans le ciel, les traces de radioactivité sur certains vêtements, la fermeture rapide de l'enquête soviétique. Ces éléments ne prouvent pas qu'une autre théorie est correcte. Mais ils ne trouvent pas non plus une réponse complète dans cette hypothèse. Elias laisse un long silence. Puis il replace la balance au centre de la table. Les deux plateaux oscillent doucement, avant de s'immobiliser. Verdict des archives. Elias referme lentement le dossier. Pendant des décennies, cette théorie a été rejetée presque automatiquement. Pourtant, les recherches modernes lui ont rendu une grande partie de sa crédibilité. Il marque une pause. Est-elle parfaite? Non. Il pose une main sur la couverture. Explique-t-elle la majorité des faits établis? Oui. Plus que n'importe quelle autre hypothèse examinée jusqu'à présent. Un tampon ancien apparaît sur la table. Elias le saisit. L'encre est sombre. Il appuie lentement sur la première fiche du tribunal. Verdict des archives, très crédible, le bruit sec du tampon résonne dans toute la salle. Mais immédiatement, un autre dossier glisse de lui-même jusqu'au centre de la table. Sa couverture est frappée d'un sceau rouge. Quelques mots seulement. Essai militaire secrète. Elias l'observe sans encore l'ouvrir. Voici probablement l'hypothèse qui a le plus alimenté l'imagination du public. Mais les archives ne jugent jamais une théorie à sa réputation. Seulement aux preuves qu'elle peut apporter. Il ouvre la chemise. Le deuxième procès peut commencer. Chapitre 11. Le tribunal des hypothèses. Les essais militaires. Le dossier est plus épais que le précédent. Sa couverture porte plusieurs tampons. Confidentiels, déclassifiés, copiés. Elias effleure les inscriptions du bout des doigts. Chaque fois qu'un document militaire apparaît dans une affaire non résolue, les certitudes deviennent plus rares et les suppositions plus nombreuses. À nous de faire la différence. Il ouvre la première chemise. À l'intérieur, des cartes de l'Oural durant les années 1950, des zones d'entraînement, des couloirs aériens, des secteurs réservés à l'armée soviétique. Le col Dyatlov n'est pas situé au cœur d'une base militaire. Mais plusieurs installations stratégiques existent dans la région, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres. Elias prend une première fiche, ce qui rend cette hypothèse crédible. Depuis les années 1960, de nombreux témoins affirment avoir observé d'étranges lumières orangées dans le ciel de l'Oural. Des habitants, des militaires, des équipes de secours. Leurs récits sont indépendants les uns des autres. Ces témoignages sont réels. Ils figurent dans plusieurs archives. À la même époque, l'Union soviétique mène de nombreux essais de missiles et de fusées. Certaines trajectoires traversent des régions très peu habitées. La combustion de certains étages de fusées peut produire de grandes sphères lumineuses visibles à plusieurs centaines de kilomètres. Elias dépose une deuxième fiche. Les traces de radioactivité retrouvées sur plusieurs vêtements ont également nourri cette théorie. Pour certains auteurs, elle témoignerait d'un essai militaire ayant mal tourné. Une autre pièce attire son attention. Le dossier officiel est refermé rapidement. La formule finale reste étonnamment vague. Une force naturelle impérieuse que les randonneurs n'ont pas été en mesure de surmonter. Cette conclusion, inhabituelle, laisse une impression d'inachevé. Ajoutons enfin un dernier élément. Pendant de longues années, plusieurs documents soviétiques restent difficiles d'accès. Dans un contexte de guerre froide, cette discrétion alimente naturellement les soupçons. Elias place les fiches sur le plateau gauche de la balance. Les ingrédients d'une théorie solide semblent réunis, du moins en apparence. Mais il ouvre aussitôt la seconde partie du dossier, ce qui la contredit. Premier point. Aucun document militaire déclassifié ne démontre qu'un essai d'armes a eu lieu précisément au col Dyatlov dans la nuit du 1er au 2 février 1959. Les recherches effectuées après la chute de l'Union soviétique n'ont révélé aucun ordre de mission, aucun rapport d'accident, aucun compte-rendu établissant un tel événement. Deuxième point. Les autopsies ne montrent aucune blessure caractéristique d'une explosion. Pas de brûlure thermique, pas d'éclat métallique, pas de lésion due à une onde de souffle comparable à celle d'une bombe. Troisième point. La tente est retrouvée presque intacte. Si une explosion importante s'était produite à proximité immédiate, on s'attendrait à des dégâts beaucoup plus importants sur le matériel. Quatrième point. Les niveaux de radioactivité mesurés restent faibles. Ils sont incompatibles avec l'explosion d'un engin nucléaire ou d'une arme radiologique. Même les enquêteurs soviétiques ne concluent jamais à un accident nucléaire. Cinquième point. Les simulations modernes montrant qu'une avalanche de plaques est physiquement possible rendent moins nécessaire l'hypothèse d'un essai militaire pour expliquer les blessures. Autrement dit, la théorie militaire n'explique pas davantage les faits que l'hypothèse naturelle. Au contraire, elle oblige à ajouter plusieurs suppositions qui ne sont appuyées par aucune preuve directe. Elias referme lentement le dossier. Le silence revient, puis il prend la balance entre ses mains. Les deux plateaux oscillent quelques instants, avant que l'un d'eux ne s'abaisse. Verdict des archives. Oui. L'Union soviétique réalisait des essais militaires durant cette période. Oui. Des lumières ont été observées dans le ciel. Oui.
Certains documents sont longtemps restés difficiles d'accès. Il laisse passer quelques secondes. Mais aucune de ces informations ne prouve qu'un essai militaire est responsable de la mort des 9 étudiants. Il désigne les rapports d'autopsie. Les blessures ne correspondent pas à une explosion. Puis les analyses radiologiques. La radioactivité est trop faible pour soutenir cette hypothèse. Enfin, il montre le dossier officiel. Quant au secret soviétique, il nourrit les soupçons. Il ne constitue pas une preuve. Elias saisit le tampon. Cette fois, il hésite moins longtemps. Le bois frappe le papier. Verdict des archives. Peu crédible. Le bruit résonne dans toute la salle. À peine le tampon repose-t-il sur la table qu'un nouveau dossier avance lentement. Aucune couverture rouge. Aucun tampon officiel. Seulement un mot, inscrit à la main infrason. Elias esquisse un léger sourire. Une théorie beaucoup moins connue, mais qui tente d'expliquer une question essentielle. Pourquoi 9 randonneurs expérimentés auraient-ils quitté leur tente en pleine nuit, presque sans vêtements, sans qu'aucun ennemi visible ne soit présent? Il ouvre la chemise. Les archives semblent déjà prêtes à entendre un nouveau verdict. Chapitre 12. Le tribunal des hypothèses. Les infrasons, le dossier est étonnamment mince. Aucune photographie, aucun rapport militaire. Seulement quelques articles scientifiques, des schémas aérodynamiques et plusieurs annotations rédigées à des décennies d'intervalle. Elias les observe avec curiosité. Certaines hypothèses naissent d'un indice oublié, d'autres naissent d'une simple question. Et si le danger n'avait pas été visible? Il ouvre la première page. Au sommet figure un mot rarement entendu en dehors des laboratoires. Infrason. Il prend quelques secondes. Les infrasons sont des sons dont la fréquence est si basse que notre oreille ne peut pas les entendre. Pourtant, notre corps peut parfois les ressentir. Il tourne une nouvelle page. Certains chercheurs ont proposé qu'un vent très particulier, circulant autour de la montagne, ait pu produire ces ondes. Un phénomène aérodynamique parfois rapproché de ce que les physiciens appellent un vortex de Kármán. Selon cette idée, les infrasons auraient provoqué chez les randonneurs une sensation brutale de malaise, de l'anxiété, une désorientation, voire une panique irrationnelle. Ils auraient alors quitté précipitamment leur tente pour échapper à une menace qui n'existait pas réellement. Elias dépose la première fiche sur la balance. Ce qui rend cette hypothèse crédible, les infrasons existent. Leur influence sur le corps humain est étudiée depuis longtemps. Certaines expériences montrent qu'ils peuvent provoquer une impression de malaise, de pression ou d'inconfort chez certaines personnes. Cette théorie présente un avantage. Elle tente d'expliquer le comportement le plus étrange de toute l'affaire. Pourquoi 9 randonneurs expérimentés décident-ils soudainement de quitter leur tente en pleine nuit, dans un froid mortel, parfois sans chaussures ni vêtements adaptés? Elle ne suppose ni attaque, ni animal, ni intervention humaine, seulement un phénomène naturel invisible. Autre élément, les vents violents de l'Oural sont bien documentés. La topographie particulière de certaines crêtes peut produire des effets aérodynamiques complexes. Elias incline légèrement la tête. L'hypothèse est élégante, parce qu'elle repose sur des phénomènes physiques réels. Mais il ouvre immédiatement la seconde partie du dossier, ce qui la contredit premier point. À ce jour, aucune preuve ne démontre que des infrasons suffisamment puissants aient été produits cette nuit-là sur le Kholat Syakhl. Les conditions exactes ne peuvent plus être reconstituées avec certitude. Deuxième point. Les études scientifiques disponibles ne montrent pas que les infrasons puissent, à eux seuls, pousser un groupe entier de personnes expérimentées à abandonner volontairement un abri dans des conditions aussi extrêmes. Ils peuvent provoquer un inconfort, parfois une anxiété, mais rien ne permet d'affirmer qu'ils déclenchent une fuite collective de cette ampleur. Troisième point. Même si cette hypothèse expliquait le départ de la tente, elle n'explique pas les fractures majeures observées chez plusieurs victimes. Elle n'explique pas davantage la construction de l'abri dans le ravin, ni les tentatives de retour vers la tente. Autrement dit, elle répond à une seule question, mais laisse les autres sans réponse. Elias relit lentement les notes des chercheurs. Aucun d'eux ne présente cette théorie comme une certitude, seulement comme une possibilité. Il referme le dossier. Verdict des archives, le gardien pose une main sur la balance. Les archives apprécient les hypothèses qui reposent sur des phénomènes réels. Les infrasons existent. Les effets physiologiques sont étudiés. Ce n'est donc pas une théorie fantaisiste. Il laisse un silence, puis poursuit. Mais une hypothèse ne devient pas solide parce qu'elle est scientifiquement possible. Elle doit surtout expliquer les faits du dossier. Tous les faits. Il désigne les photographies des 9 étudiants. Ici, ce n'est pas le cas. Il prend le tampon. Le bois descend lentement. Verdict des archives, possible, mais insuffisante. Le bruit résonne une nouvelle fois dans la salle. 3 dossiers ont déjà reçu leur jugement. Pourtant, les archives semblent loin d'avoir terminé. Un courant d'air traverse la pièce. Une vieille photographie glisse seule jusqu'au centre de la table. On y distingue les 9 randonneurs. Ils sourient. Quelques heures avant leur disparition. Sous la photographie apparaît un nouveau dossier. Aucun rapport scientifique. Aucune formule. Seulement un titre. L'hypothèse criminelle,
Elias observe longuement la couverture. Pendant des années, beaucoup ont refusé de croire qu'une catastrophe naturelle puisse provoquer un drame aussi étrange. Alors certains ont cherché un coupable. Il ouvre lentement la chemise. Le 4e procès du tribunal des hypothèses peut commencer. Chapitre 13. Le tribunal des hypothèses. L'hypothèse criminelle. Le nouveau dossier est plus ancien que les précédents. La couverture est usée. Sur un coin, quelqu'un a écrit au crayon « À vérifier ». Elias effleure ces 2 mots. Chaque mystère finit par faire naître une question presque inévitable. Et si quelqu'un avait voulu faire disparaître les témoins? Il ouvre la chemise. À l'intérieur, des rapports de police, des interrogatoires, des cartes de la région, et plusieurs coupures de journaux publiées dans les années qui suivent le drame. Pendant longtemps, une partie du public imagine que les 9 étudiants auraient rencontré d'autres personnes dans la montagne. Des militaires, des évadés de camp, des chasseurs, des contrebandiers, ou encore des membres du peuple Mansi. Les possibilités semblent nombreuses, mais le tribunal ne s'intéresse pas aux possibilités, seulement aux preuves. Elias dépose la première fiche sur la table, ce qui rend cette hypothèse crédible. La première raison est simple. Les blessures de certains randonneurs impressionnent. Des côtes brisées, un crâne fracturé, des visages très dégradés après plusieurs mois passés dans le ravin. À première vue, ces images peuvent faire penser à une agression. Deuxième élément, l'enquête soviétique est interrompue rapidement. Cette décision nourrit les soupçons. Certains imaginent alors qu'un crime aurait été volontairement dissimulé. Troisième élément, le col Dyatlov est isolé. Très peu de témoins peuvent confirmer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. L'absence de survivants laisse naturellement la place à toutes les interprétations. Elias repose les documents. Jusque-là, rien n'est impossible. Mais il ouvre aussitôt les rapports d'autopsie, et la lecture devient beaucoup plus précise. Ce qui la contredit. Premier point, aucune trace de combat n'est observée autour de la tente. Les enquêteurs ne découvrent ni douilles, ni armes, ni sang en quantité importante. Deuxième point, les traces de pas retrouvées quittent le camp dans une seule direction. Elles appartiennent au groupe. Aucune autre série de pas clairement identifiables n'est observée autour de la tente au moment de sa découverte. Troisième point, les objets de valeur sont toujours présents. Les appareils photos, l'argent, les montres, les vêtements, rien n'indique un vol. Quatrième point, les autopsies ne montrent aucune blessure provoquée par un couteau, aucune balle, aucun signe de ligotage, aucune fracture typique d'un passage à tabac. Les lésions observées correspondent davantage à une force de compression extrêmement importante qu'à des coups portés par un être humain. Cinquième point. Les enquêteurs interrogent les populations Mansi vivant dans la région. Très rapidement, elles sont écartées. Aucun élément ne les relie au drame. Le peuple Mansi connaissait parfaitement cette montagne. Les témoignages recueillis les décrivent comme accueillants envers les expéditions scientifiques. Aucun indice matériel ne vient contredire ces conclusions. Elias prend alors un autre dossier. À l'intérieur figure une liste complète des effets personnels retrouvés. Tout y est, ou presque. Le camp ressemble davantage à une fuite précipitée qu'à la scène d'un meurtre. Il referme lentement les rapports. Verdict des archives. Les blessures sont réelles. Elles impressionnent. Elles peuvent donner l'impression d'une violence humaine. Il laisse quelques secondes s'écouler. Mais une enquête ne peut pas s'arrêter à une impression. Il désigne les photographies de la tente. Aucun agresseur identifié. Puis les relevés de terrain. Aucune trace supplémentaire autour du camp. Enfin les autopsies. Aucune preuve d'une agression volontaire. Il repose les mains sur la table. Le tribunal ne peut condamner un coupable qui n'a laissé ni trace, ni mobile, ni preuve. Le tampon descend une nouvelle fois. Verdict des archives. Non étayé par les preuves. Le bruit résonne dans la salle. 4 hypothèses ont désormais été examinées. Le silence devient presque solennel. Puis, les lumières des archives vacillent. Une étagère entière s'illumine. Au fond apparaît une série de photographies prises par différents témoins. Toutes montrent le ciel nocturne. Toutes présentent les mêmes formes, des sphères lumineuses orangées. Elias s'approche lentement. Elles existent. Elles ont été observées. La véritable question n'est plus de savoir si ces lumières étaient réelles, mais si elles ont un lien avec la disparition des 9 étudiants. Un nouveau dossier se détache du rayon. Son titre est sobre. Les phénomènes lumineux, le 5e procès du tribunal des hypothèses, est sur le point de commencer. Chapitre 14. Le tribunal des hypothèses. Les phénomènes lumineux. Les photographies sont déjà étalées sur la table. Certaines sont nettes, d'autres sont floues. Toutes montrent la même chose. Des points lumineux suspendus dans le ciel de l'Oural. Elias les observe une à une. Les archives semblent avoir rassemblé des clichés provenant de différentes années. Différents appareils, différents témoins. Il en prend un entre ses mains. Au dos est inscrit « Février 1959 ». Il repose lentement la photographie. Les lumières existent. Ce n'est plus une hypothèse. La véritable question est ailleurs. Ont-elles un lien avec la mort des 9 randonneurs? Il ouvre le dossier. À l'intérieur, plusieurs témoignages.
des habitants de la région, des militaires, des groupes de secours. Tous évoquent des sphères lumineuses orangées aperçues dans le ciel, parfois durant les semaines entourant la catastrophe. Les descriptions varient. Certains parlent de boules de feu silencieuses, d'autres de lumière se déplaçant lentement avant de disparaître derrière les montagnes. Quelques récits mentionnent plusieurs sphères évoluant ensemble. Elias prend une feuille blanche. Il inscrit soigneusement le premier point, ce qui rend cette hypothèse crédible. Premier élément, les témoignages existent réellement. Ils figurent dans plusieurs documents consultés au cours de l'enquête. Deuxième élément, les observations proviennent de personnes différentes, qui ne semblent pas s'être concertées. Elles couvrent plusieurs secteurs de l'Oural. Troisième élément, ces lumières ont alimenté très tôt les interrogations des enquêteurs et du public. Elles ne sont donc pas une invention apparue plusieurs décennies plus tard. Elias ajoute une quatrième fiche. Dans les années 1950, l'Union soviétique effectue régulièrement des essais de fusées et de missiles. Certains spécialistes estiment que les phénomènes lumineux observés pourraient correspondre à des lancements, à des rentrées atmosphériques ou à la combustion d'étages de fusées en haute altitude. Ces phénomènes sont capables de produire d'impressionnantes sphères orangées visibles à très grande distance. Il incline légèrement la tête. Voilà une explication compatible avec des phénomènes bien connus aujourd'hui. Puis il ouvre la seconde partie du dossier. Ce qui la contredit. Premier point. Aucun document ne permet d'affirmer que les lumières ont été observées précisément au-dessus du camp durant la nuit du 1er au 2 février 1959. Les témoignages couvrent plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. Deuxième point. Même si ces phénomènes étaient présents cette nuit-là, rien ne démontre qu'ils aient provoqué la fuite des randonneurs. Ils peuvent attirer l'attention, surprendre, inquiéter. Mais ils n'expliquent ni la sortie précipitée de la tente, ni les blessures constatées lors des autopsies. Troisième point. Les témoignages restent des témoignages. Ils sont précieux, mais ils ne constituent pas une preuve d'un lien de causalité. Les archives rappellent une règle essentielle. Deux événements peuvent se produire au même moment, sans que l'un soit responsable de l'autre. Elias ferme quelques instants les yeux. Cette confusion est fréquente dans les grandes énigmes historiques. Parce que deux mystères se croisent, on finit parfois par croire qu'ils racontent la même histoire. Il repose le dossier. Verdict des archives. Les phénomènes lumineux ont probablement existé. Il montre les photographies. Les témoins sont nombreux. Les observations sont suffisamment cohérentes pour être prises au sérieux. Puis il pose la main sur les rapports d'enquête. En revanche, aucune preuve ne relie directement ces lumières à la disparition des 9 étudiants. Le tampon apparaît. Cette fois, Elias ne tarde pas. Verdict des archives, fait réel, lien non démontré. Le bois résonne contre la table. Le tribunal semble touché à sa fin. Mais une dernière chemise demeure fermée. Elle est étonnamment légère, presque vide. Sa couverture est noire. Aucun document officiel n'y est rangé. Seulement des coupures de presse, des livres, des dessins, des affiches et des centaines de récits publiés au fil des décennies. Elias la regarde avec un sourire discret. C'est souvent ce dossier que le public ouvre en premier, alors qu'il devrait être le dernier. Il lit lentement son titre. Les théories extraordinaires, ovnis, yétis, créatures inconnues, phénomènes paranormaux. Les archives vont maintenant examiner les hypothèses qui ont fait la réputation mondiale du col Dyatlov et déterminer si elles résistent ou non aux preuves accumulées depuis le début de cette enquête. Chapitre 15. Le tribunal des hypothèses. Les théories extraordinaires. Le dernier dossier est le plus étrange de tous. Lorsque Elias le pose sur la table, quelques feuilles s'en échappent aussitôt. Des couvertures de magazines, des unes de journaux, des affiches de documentaires, des illustrations représentant d'immenses créatures couvertes de fourrure. D'autres montrent des soucoupes volantes suspendues au-dessus des montagnes. Certaines évoquent même des portails dimensionnels. Elias les rassemble sans un mot, puis il les replace soigneusement dans la chemise. Les archives ne jugent jamais ceux qui se posent des questions, mais elles distinguent toujours une question, d'une preuve. Il ouvre le dossier. À l'intérieur, très peu de rapports officiels. Presque uniquement des publications parues des années après le drame. Le premier intercalaire porte un titre. OVNI. Elias tourne quelques pages. Depuis les années 1960, certains auteurs rapprochent les lumières observées dans le ciel des récits d'objets volants non identifiés. L'idée est séduisante. Des sphères lumineuses. Une fuite soudaine. Une enquête incomplète. Tous les ingrédients d'une histoire extraordinaire semblent réunis. Mais Elias cherche les preuves. Il ne trouve ni photographie montrant un appareil inconnu au-dessus du camp, ni traces d'atterrissage, ni témoignage direct des 9 randonneurs. Il referme l'intercalaire. Le suivant est intitulé Yeti. Pendant plusieurs décennies, cette théorie connaît un succès considérable. Une photographie prise durant l'expédition montre une silhouette sombre au loin. Pour certains, il s'agirait d'une créature inconnue. Elias saisit le cliché. Puis il prend une autre photographie retrouvée dans les archives de l'expédition. Les deux sont presque identiques. Le rapport des survivants de l'équipe précédente permet aujourd'hui d'identifier cette mystérieuse silhouette.
Il s'agirait très probablement d'un membre du groupe photographié à distance pendant la marche. Aucun rapport officiel ne mentionne de traces d'un grand animal, aucune empreinte inhabituelle, aucun poil, aucun indice biologique. Le dossier suivant est encore plus mince. Paranormal, malédiction, esprit de la montagne, portail, énergies inconnues. Elias tourne toutes les pages. Elles sont presque vides. Les archives semblent avoir voulu transmettre un message silencieux. L'absence de preuves est aussi une information. Il repose lentement la chemise, puis inscrit une dernière série de notes, ce qui rend ses théories attractives. Elles proposent des réponses simples à un mystère complexe. Elles expliquent immédiatement ce qui paraît inexplicable. Elles donnent un visage au danger, un responsable, une cause spectaculaire. Elles répondent aussi à un besoin profondément humain. Lorsque les faits semblent insuffisants, l'imagination vient souvent combler les espaces laissés vides. Elias relève les yeux. Ce mécanisme n'est pas propre au col Dyatlov. Il accompagne presque toutes les grandes énigmes de l'histoire. Il ouvre alors la dernière section du dossier, ce qui les contredit. Aucune de ces hypothèses ne repose sur une preuve matérielle vérifiable. Aucune ne permet d'expliquer l'ensemble des faits établis par l'enquête. Elle s'appuie principalement sur des rapprochements, des coïncidences, des interprétations, ou des éléments apparus longtemps après les événements. Surtout, elles deviennent inutiles dès lors qu'une explication plus simple permet déjà d'expliquer la majorité des indices. Les archives appliquent toujours le même principe. Une hypothèse extraordinaire exige des preuves extraordinaires. Or, le dossier n'en contient aucune. Un long silence envahit la salle. Toutes les balances sont désormais immobiles. Tous les dossiers sont ouverts. Tous, sauf un. Au centre de la table repose un grand registre relié de cuir noir. Sa couverture est vierge. Aucun titre. Elias le fixe quelques instants, puis comprend. Ce livre n'a jamais été écrit. Parce qu'il appartient au gardien des archives. À lui. Il l'ouvre. Les premières pages sont blanches. Puis, lentement, les feuilles commencent à se remplir d'elles-mêmes. On y retrouve toutes les conclusions du tribunal. Une à une. Avalanche. Très crédible. Essai militaire. Peu crédible. Infrason. Possible, mais insuffisant. Hypothèse criminelle. Non étayée par les preuves. Phénomène lumineux. Fait réel, mais sans lien démontré. Théories extraordinaires. Aucune preuve matérielle. Elias referme doucement le registre, puis regarde une dernière fois les 9 photographies alignées devant lui. Le tribunal des hypothèses a terminé son travail. Il marque une pause. Il reste maintenant une seule question. Si l'on assemble uniquement les faits retenus, que s'est-il probablement passé, cette nuit-là, sur les pentes du Kholat-Syakhl? Au même instant, les lumières des archives s'éteignent presque entièrement. Une seule demeure. Elle éclaire une immense carte de la montagne. Les 9 silhouettes apparaissent lentement. Le temps semble revenir en arrière. Pour la première fois depuis l'ouverture du dossier, les archives vont tenter de reconstituer cette nuit, minute après minute. La vérité absolue leur échappe peut-être encore, mais la vérité la plus probable est enfin prête à être racontée. Chapitre 16. Le verdict des archives. La salle du tribunal s'efface lentement. Les balances disparaissent dans l'ombre. Les tampons retrouvent leur coffret. Les dossiers se referment un à un. Au centre des archives, une immense carte du Kholat-Syakhl s'illumine. Une fine neige tombe silencieusement. 9 petites lumières apparaissent sur la montagne. Elias s'avance. Pour la première fois depuis le début de cette enquête, il ne tient plus aucun dossier, plus aucune hypothèse, seulement les faits. Il pose doucement la main sur la carte. Les archives ne peuvent pas raconter exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Personne ne le peut. Mais elles peuvent raconter ce qui est aujourd'hui le plus compatible avec l'ensemble des preuves. Les 9 lumières commencent à avancer. 1er février 1959. Le groupe installe sa tente sur la pente du Kholat-Syakhl. Pour créer un emplacement plat, les étudiants découpent une partie du manteau neigeux. Ils prennent leur repas, écrivent quelques lignes dans leur carnet, prennent leur dernière photographie, puis se préparent à dormir. Tout cela est confirmé par les documents retrouvés. Les lumières progressent. Quelques heures passent, puis quelque chose change. Les archives ne prétendent pas connaître chaque seconde de cette nuit. Mais après avoir confronté toutes les hypothèses, une conclusion s'impose. Un phénomène naturel, probablement une avalanche de plaques ou un effondrement localisé du manteau neigeux transforme. Soudainement, la tente en piège potentiel. Le groupe évacue immédiatement. La toile est ouverte de l'intérieur. Les étudiants quittent leur abri dans l'urgence. Certains n'ont pas le temps d'enfiler leurs chaussures. Ils pensent sans doute revenir quelques minutes plus tard. Ils ignorent qu'ils ne reverront jamais leur camp. Les 9 lumières descendent vers la forêt. Le vent souffle. Le froid devient implacable. Près des arbres, un feu est allumé. 2 étudiants restent auprès des flammes. Ils succombent les premiers. 3 autres tentent ensuite de rejoindre la tente. Ils savent que leurs vêtements, leur nourriture et leur matériel représentent leur unique chance de survie. Mais l'obscurité,
L'épuisement et le froid les arrêtent avant d'atteindre leur objectif. Les 4 derniers cherchent un nouvel abri. Ils rejoignent un ravin, construisent une protection de fortune sous la neige, puis survient l'événement qui provoque leurs blessures les plus graves. Les preuves ne permettent pas d'affirmer avec certitude s'il s'agit d'un nouvel effondrement de neige, d'une chute dans le ravin ou d'une combinaison des deux. Une chose, en revanche, est certaine. Personne ne quittera vivant cette montagne. Les 9 lumières s'éteignent lentement. Le silence envahit les archives. Elias reste immobile. Puis il reprend la parole. Les lumières aperçues dans le ciel ont peut-être existé. Les traces de radioactivité ont bel et bien été relevées. Plusieurs détails demeurent inexpliqués. Il marque une pause. Mais un mystère n'autorise pas toutes les conclusions. Les zones d'ombre ne doivent jamais effacer les faits établis. Il referme le registre du tribunal. Le bruit résonne dans toute la bibliothèque. Puis son regard se pose sur les 9 photographies. Il les rassemble une à une, avec précaution, comme on manipule un souvenir. À force de parler d'énigmes, il est facile d'oublier l'essentiel. Avant d'être le mystère du col Dyatlov, cette histoire est celle de 9 jeunes femmes et hommes passionnés de montagne. Ils avaient des projets, des familles, des amis. Ils ne sont jamais partis chercher la gloire, seulement l'aventure. Ils replacent leurs photographies dans la chemise d'origine, très lentement, comme un dernier hommage. Puis il saisit le tampon des archives. Le plus ancien, celui qui ne sert qu'une seule fois pour chaque enquête. Il inspire profondément. Le tampon s'abat, claque. Sur la couverture apparaît l'inscription « Dossier classé, verdict des archives ». Les éléments étudiés conduisent à privilégier un phénomène naturel ayant provoqué une évacuation d'urgence de la tente, suivie d'une lutte désespérée contre le froid. Certaines questions demeurent sans réponse, mais aucune hypothèse extraordinaire examinée au cours de cette enquête n'est aujourd'hui mieux étayée par les preuves disponibles. Elias range le dossier sur son étagère. Il se tourne alors vers nous. Un léger sourire apparaît. Si cette enquête vous a donné envie d'ouvrir d'autres dossiers oubliés de l'histoire, alors rejoignez les archives. Abonnez-vous, laissez votre propre verdict dans les commentaires. Et dites-moi, après avoir examiné toutes les preuves, quelle hypothèse vous semble la plus convaincante? Ici, chaque enquête continue grâce à ceux qui refusent de cesser de chercher. Un silence. Puis il referme lentement la porte du rayonnage. Refermons ce dossier. Les lumières des archives s'éteignent. Une seule lampe demeure allumée. Elle éclaire le numéro gravé sur la tranche. Dossier numéro 3, Elias souffle la flamme. L'écran devient noir. Un bruit sourd résonne dans l'obscurité. Comme un dossier qui tombe au sol. Une faible lumière revient. Au fond des archives, un unique dossier repose sur les dalles de pierre. Personne ne l'a touché. Pourtant, il est ouvert. On distingue seulement sa couverture. Dossier numéro 4, Elias s'approche lentement. Il ne l'ouvre pas. Il pose simplement sa main dessus. Un sourire intrigue son visage. Intéressant. Les archives semblent avoir choisi notre prochaine enquête avant même que je ne leur pose la question. Il regarde une dernière fois la caméra. Nous nous retrouverons bientôt. Il éteint la dernière lampe. Cela devient le noir complet.